Voilà, chers internautes, chers abonnés sur MC.News TV. Merci d'être nombreux, nombreuses à suivre les vidéos de MC.News TV et de les partager. Merci donc ici aux internautes de la Côte d'Ivoire via Regina Télévision de mon frère qui s'appelle Topé Anno Richard de la Côte d'Ivoire sur Regina Télévision et partagez MC.News TV. Voilà, dans quelques minutes, ça sera l'invité de MC.News TV ici en Belgique, lui Topé de Konzak, avec qui nous allons discuter de la Côte d'Ivoire. Vous voyez bien, chers internautes, chers abonnés, que non seulement j'ai quitté la Belgique pour parler d'autres choses, d'autres histoires qui n'est pas nécessairement congolais. Parce que la plupart des gens m'ont dit que j'étais fort sur les histoires congolaises. Maintenant, je suis sorti carrément du Congo. J'ai pris le vol vers la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette occasion donc j'ai discuté avec mon invité aujourd'hui. Vous allez suivre l'entretien de cet entretien sur MC.News TV, YouTube, Facebook et Instagram. Merci. Chers internautes, chers abonnés, je suis toujours en Namur dans mon fief pour vous parler de l'actualité mondiale, internationale et namurois en priorité. Chers internautes, j'ai choisi aujourd'hui de parler des Namurois qui a insisté en tout cas pour que MC.News TV puisse se déplacer pour lui aussi, pour parler de son actualité, de son activité et de son histoire, de ce que lui il est capable de restituer à l'histoire. MC.News TV, vous savez, le style de capsule que je propose, en tout cas à vous internautes abonnés, qui êtes abonnés sur votre chaîne que vous avez choisie volontairement et abonnés. Sur ce, en tout cas, j'incite en tout cas à toutes les personnes qui vont nous suivre depuis l'Afrique, en particulier aujourd'hui, c'est de la télévision Regina Télévision, de partager cette vidéo et de vous abonner sur Regina Télévision et sur MC.News TV. Voilà, chers internautes, chers abonnés, je ne vais pas faire plus long comme d'habitude. J'accueille pour vous avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de distanciation parce que nous sommes en pleine période de confinement. Chers internautes, je reçois pour vous monsieur Top 8 Top. Bonjour Jean-Baptiste. Et comment vous allez? Je vais très bien. Oui, et comment ça se passe votre confinement? Le confinement, vraiment, ça se passe comme d'habitude. On prie Dieu pour que cette maladie puisse partir. Vous venez de dire comme d'habitude, ça veut dire quoi comme d'habitude pour vous? Comme d'habitude, l'année dernière, on était dans le Covid et cette année, on suit, mais il faut que vraiment les autorités prennent les responsabilités pour qu'on puisse s'en sortir. Et vous pensez qu'ils vont vous écouter? Bon, de grâce, ils vont nous écouter parce que si tout le monde se donne la main, je pense que ça va aller. Voilà, merci beaucoup. Ici, je ne vous ai pas laissé le temps de vous présenter. Peut-être prendre ce temps-là de vous présenter justement aux internautes de MC.News TV. Je vous en prie. Je me présente, je m'appelle M. Topé Atoui de Konzak. Je suis de la Côte d'Ivoire et je vis en Belgique. Oui. Vous vivez en Belgique comme belge ou comme étranger? Bon, j'ai vu comme un belge, mais j'ai la pensée en Afrique. Je viens de la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que vous avez la double nationalité? Oui, j'ai la double nationalité. Je sais d'où je viens. Et vous savez où mon vous vivez? pays d'accueil, c'est la Belgique. Mon deuxième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, déjà, cher Louis Top, je voudrais que vous puissiez nous parler de ce pourquoi d'abord vous avez fait venir MC.News TV chez vous. Bon, je pense que c'est une chaîne qui donne l'envie de s'exprimer, que les gens puissent te connaître et puissent savoir ce qui se passe dans la commune de Namur. C'est ainsi, j'ai plusieurs fois regardé votre émission et je dis bon, pourquoi pas un jour essayer de parler de moi-même et puis parler de mon pays et puis parler de ce que nous vivons. Et c'est pour cela que je vous ai fait une invitation pour qu'on puisse en parler.
Et aujourd'hui, vous avez choisi de parler de quoi? Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la Côte d'Ivoire, mon beau pays. Je suis allé plusieurs fois. Et que les gens puissent savoir quand vous êtes en Europe, vous devez savoir d'où vous venez. Parce que le pays vous attend. Le pays vous attend. Pourquoi pas dire à tes compatriotes, à tes connaissances de parler de ton pays? Parce que il faut se dire qu'un jour, tu dois aller chez toi pour apprendre l'expérience que tu as appris en Europe pour donner aux autres. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris depuis votre séjour ici donc en Europe où vous avez appris quoi à apporter en Afrique? Bon, au niveau de Oreca, au niveau de la restauration, j'ai appris beaucoup en Côte d'Ivoire chez moi avant de venir en Belgique. C'est sur cette voie que je suis. Pour le moment, je travaille chez un grand traiteur. Si ça ne vous gêne pas, je peux dire le nom du traiteur. C'est Traiteur Paulus. Nous qui faisons les grands événements. Pour le moment, à cause du Covid, depuis l'année dernière, on a stoppé. Pour le moment, on travaille pour Paradisiaque et on fait les ouettes emportées parce qu'il y a les hôtels là-bas. C'est pour cela qu'on a un peu de boulot. Voilà. Voilà, merci en tout cas de ces petits parcours déjà et dont vous parlez ici. Moi, je ne peux pas répéter malheureusement, enfin heureusement pour moi parce que je ne suis pas tout simplement payé par votre patron, j'estime. Mais voilà, qu'est-ce que vous retenez de la Côte d'Ivoire, votre pays d'origine? Bon, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2001. 2001, ouais, 2001. Il y a 21 ans, disons. Oui, et j'étais venu en mission pour faire à manger pour l'ambassadrice. Et c'est ainsi, il y a eu le problème que je pense que tous les Ivoiriens connaissent en Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre en 2002. C'est ainsi... La guerre contre qui? Entre nous les Ivoiriens, parce que depuis la mort d'Oufoué, le pays n'était pas en paix. Il y a eu ses fils, il y a tout le monde ne peut pas être président. Hein, tout le monde ne peut pas être président. C'est ainsi. Il y a eu le président Bédier, il y a eu le président Guy Robert, il y a eu le président Gbagbo, et on a le président Alassane Ouattara. Et à ce jour, à l'heure que je vous parle, à ce jour, la Côte d'Ivoire est stable. Par le comportement du président, parce que gérer un pays, c'est comme un père de famille. Il faut pas jouer avec le pays, parce que on a vu tout ce qui s'est passé, mais je pense que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est fréquentable. Je pense qu'il faut que nous qui vivons en Europe, on puisse aider le gouvernement à continuer à travailler. Oui, en faisant comment? En continuant à travailler? À donner les idées. Quand tu pars en vacances, il faut aller investir au pays, donner l'emploi aux jeunes. Et ce que tu as appris ici, parce que moi, aujourd'hui, j'avais un restaurant. Le nom du restaurant s'appelle Aquaba. Vous l'avez ouvert où? Et à la rue Bonnier, c'était en 2017-2018. En Côte d'Ivoire, ça, non? Non, ici en Belgique. Et il y a eu un problème en 2009. Il y a eu un problème avec mon associé, la dame avec qui... La gestion, on va dire. La gestion, pas la gestion, mais parce que, vous savez, il y a deux choses. Quand tu es dans ce milieu, et la personne qui n'est pas dans ce milieu, c'est très difficile d'écouter la deuxième personne, parce que il y a un restaurant et puis il y a une buvette. Parce que quand je veux prendre mes responsabilités de faire un restaurant, c'est que à la commune de Nami, il n'y a pas un restaurant africain
responsable pour que les gens viennent manger, parler d'affaires, tout ça là. Mais tu fais un restaurant, c'est pas une buvette parce que les gens mangent et il y a des gens qui viennent s'asseoir pour prendre une bière ou bien... Peut-être les gens ont besoin plus de boire que de manger, non? Bon, non, c'est un lieu où on vient manger. Voilà. Parce que quand je mange avec des amis, j'invite des amis, on parle d'affaires, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle des autres pays. Mais ceux qui ne viennent pas manger, qui viennent prendre une bière pour discuter, pour crier, c'est gênant. C'est ainsi, la dame et moi, on ne sait pas... Je voudrais d'abord que vous restiez sur la question des gens qui crient. On dit que les Africains, quand vous parlez, vous avez tendance à crier. Et ce n'est pas quelque chose de gênant, là. Ben c'est gênant, c'est gênant. Parce que la personne qui investit, hein, je connais la mentalité de nos frères africains. Il y a le maquis et puis il y a le restaurant. Hein? Il y a le maquis où n'importe qui peut faire ce qu'il veut, mais un restaurant, tu veux parler de votre nourriture, parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui ont beaucoup fréquenté l'Afrique. Maintenant, quand ils trouvent un endroit calme, ils viennent manger avec les amis, c'est bien écouter de la bonne musique, calme et manger. Mais venir s'asseoir, crier, c'est beaucoup gênant. Est-ce que cela a été défini dès le départ quand vous avez ouvert votre restaurant? Oui, parce qu'avant qu'elle et moi on puisse s'asseoir pour discuter, j'ai dit que ça ne serait pas un coin du marché où les gens viennent s'asseoir pour crier. Non, c'est un coin où les gens viennent manger en famille et parler d'affaires. Elle avait dit oui, mais après, à la dernière minute, elle a fait ce qu'elle voulait et je ne pouvais pas supporter parce que j'avais investi. Et vous avez fonctionné combien de temps? Bon, on a presque fait un an. On a presque fait un an. Et le restaurant marchait parce que c'était bien situé à la rue Bonnier, numéro 3. Et jusqu'à présent, les gens m'appellent pour commander les plats. Pour le moment, je suis en stand-by parce que j'ai arrêté. Mais je pense que quand le Covid va partir ou bien le gouvernement va donner son feu vert, là, je vais réactiver mon activité. Est-ce que vous avez un numéro qui vous permet, parce qu'on sait qu'il y a de ces activités-là qu'on ne peut pas exercer sans certains numéros, le TVA. Est-ce que vous êtes en ordre avec cela? Mais j'ai un registre de commerce, je suis indépendant complémentaire. Mais depuis l'année dernière, quand le Covid avait commencé, je n'ai plus d'activité et je vais stopper. Pour le moment, j'attends pour que ça puisse redémarrer, que je puisse m'organiser pour me lancer. Parce que, au niveau de la cuisine, au niveau du restaurant, je vais arrêter, mais au niveau des traiteurs, parce qu'en Ami, il n'y a pas un traiteur africain qui fait les événements, parce qu'on en demande beaucoup. Et comment vous procédez justement pour vous faire connaître et pour que, parce que peut-être moi je sais que vous êtes traiteur, mais comment est-ce que vous faites pour multiplier votre visibilité? Pour le moment, à cause du restaurant que j'avais avant, les clients ont pris des contacts avec moi. Et c'est pour cela que quand les clients demandent, est-ce que eux ils savent que pour le moment on ne sait pas faire les événements, hein, on ne sait pas faire les événements, c'est pour cela pour le moment j'ai stoppé. Et j'attends pour que les activités puissent redémarrer, pour que je puisse bien m'organiser. Et donc ici, si je comprends, en tout cas, vous avez la maîtrise de la cuisine, Oui, puis ainsi dire. C'est mon boulot. C'est votre bébé en tout cas. On sent, ça vous châtie un peu quand ça vous parle. Voilà. Et est-ce que vous faites des livraisons à domicile avec vos plans, vos plats? Comment vous faites? Même pour le moment, comme ce que je viens de vous dire, j'ai stoppé. Toute activité? Oui, je ne sais pas faire des trucs emportés. J'attends pour que les activités puissent passer. Quand le client qui me connaît, qui demande, j'ai dit je ne sais pas, je sais pas emporter les plats parce que pour le moment j'ai stoppé mon numéro de TVA. J'attends pour que quand ça va redémarrer, là je vais me relancer parce que j'étais dans le groupe Nami Gourmand, on me connaît. Bon, j'attends pour que les trucs redémarrent.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce beau parcours, cher Louis Top. Voilà, MC Pugno TV, dont je suis toujours dans le cadre des sensibilisations pour parler à la diaspora africaine et non congolaise, comme souvent on me le fait porter. En tout cas, c'est à toute la diaspora africaine de Namur ou province où je vis. Donc, voilà, cher Louis, je voudrais un peu sortir de ce domaine, la cuisine, mais quelle est votre lecture? Quelle lecture faites-vous par rapport aux événements africains de ces dernières années? Bon, je pense que avec tout ce que nous vivons, l'Afrique a beaucoup de bonnes choses. Sauf que nos autorités puissent savoir que la main tendue, c'est une bonne chose. Il faut savoir partager. Et puis, surtout la rigueur. Parce qu'on a l'impression que nos autorités jouent avec la population. Jouent avec la population. C'est que, je prends l'exemple, chez moi en Côte d'Ivoire, il y a eu depuis des années, on était dans le problème de bagarre, de palabres, de nationalité, de n'importe quoi, excusez-moi du terme, de n'importe quoi. Je vous en prie. Oui, parce que sincèrement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire donne une autre vision à l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand le président Oufoué est parti, il y a eu ces enfants qui se sont chamaillés, mais le plus important, il y a eu une seule personne qui était très sage. Qui est cette personne? Monsieur Ouattara, Alassane, qui a travaillé à FMI, qui a vraiment... Bon, je ne vais pas lancer les fleurs, mais c'est un monsieur responsable. Vous trouvez qu'il était sage, vous? Oui, il était sage. Jusqu'à présent, il est sage. Et il a conduit le pays jusqu'à aujourd'hui. Et quand je prends l'exemple des autres pays, bon, chacun a sa manière de gérer. Parce qu'on a l'impression que quand un chef d'État est étudiant en Europe, quand il retourne chez lui pour travailler, les gens ont l'impression qu'il est dur. Ok, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est ce qu'il a appris à l'école. Parce que nous, les Africains, on est habitués, pardon, papa, des trucs gratuits, là. On adore ça. Ok, c'est pas ça. Parce qu'il faut travailler pour avoir. Maintenant, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a des gens qu'il faut. On a un ministre de la jeunesse, des emplois, on a la même fonction que l'Europe, parce que en Côte d'Ivoire, il y a un ministre de la jeunesse. On vous donne les moyens de vous installer et puis chaque mois ou bien chaque année ou bien vous remboursez petit à petit. Ça, c'est un pas qui pour l'avenir. Les autres chefs d'État qui étaient là avant, ils n'ont pas fait ça. Vous voulez dire que Laurent Gbagbo n'a rien fait? Gbagbo, avant Gbagbo, il y a eu Bédié. Gbagbo, il est le troisième président, oui, parce qu'Alassane est le quatrième président. Bédié, qui était le fils du président Oufo-Boigny, qui était presque que le président Oufo meurt, qui a dit aux Ivoiriens, vous êtes à ma disposition. Je pense que ça, voilà, il a dit vraiment aux Ivoiriens, vous êtes à ma disposition. Mais il n'a pas donné la Côte d'Ivoire que Oufoué a donné, la paix. Et le président Ouattara était le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont traîné dans la boue. Il s'est fait traîner dans la boue lui-même, non? Pardon? Il s'est laissé traîner dans la boue lui-même, non? Non. C'était un homme croyant, un homme responsable, un homme qui savait ce qu'il voulait. Et il est retourné à l'FMI. Et c'est quand il y a eu le Front républicain, Gbagbo et ses gars qui sont allés voir Alassane pour qu'ils puissent revenir pour former un front. Mais quand il y a eu le coup d'État, et les jeunes militaires, ils ont dit à Bédié que le comportement que Oufoué a laissé,
Oufou a rassemblé tous ses fils, il a rassemblé tout le monde. Mais quand le Bédi est venu au pouvoir, là, c'était les gens du Nord qui se prenaient les pots cassés. C'est Bédi qui a mené le désordre en quelque sorte. Oui, le désordre. Et sur, comment dirais-je, Gueye Robert, les jeunes militaires avaient fait le coup d'État, ils sont allés chercher Gueye au village, on dit, ah, viens t'asseoir pour organiser les élections. Et vous savez que nous, les Africains, quand tu t'assois dans les fauteuils présidentiels pour t'élever... Il te colle à la peau. Ouais, il te colle à la peau. Il n'a plus le goût. Et il ne voulait pas quitter le pouvoir. Et il a commencé à tuer, maltraiter la population dans l'armée. Et c'est ainsi Bédié, Alassane, ils sont rentrés au pays. Et Gbagbo et Gueye, qui se sont, comment dirais-je, ils se sont rassemblés les deux, c'était un deal, c'est comme un tantine. Et c'est là le combat a commencé. Et il y a eu des tueries. Gbagbo et Gueye sont allés aux élections. Et Gbagbo dit il a gagné, Gueye dit il a gagné. Et puis il y a eu l'affrontement des militaires. Et depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire était chaos. Et quand ils ont organisé les élections en 2010, Gbagbo a accepté que les élections se passent. C'est là, il y a eu, j'ai dit, il y a eu les vraies élections. C'était du vrai. Seulement il y a 10 ans. Oui, en 2010. Et Gbagbo, en tant que 10 ans au pouvoir, il n'a rien fait parce que le pays était divisé. Il a donné son petit dauphin à Soro Guillaume qui avait pris de Boaké jusqu'au nord. Tout. Et Boaké, Gbagbo avait pris Abidjan pendant 10 ans. Et quand il y a eu les élections ont très bien eu lieu et c'était Alassane qui avait gagné. Et Gbagbo ne voulait pas. Et le pays était coupé. Et c'est là que Gbagbo, Alassane Ouattara s'est retranché à l'hôtel. À l'hôtel du Golfe. Au Golfe, oui. Hôtel du Golfe, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé à l'hôtel Président. J'ai travaillé à l'hôtel Ivoire Intercontinental. Voilà, j'ai tout fait avant que je vienne en Europe. Est-ce que c'est ces conflits-là qui a incité justement à votre venue en Asie ici en Europe? Non, c'était au temps de Gbagbo. Quand Gbagbo était président, moi j'étais venu avec l'ambassadrice. Voilà, ça n'a rien à voir. Et l'ambassadrice, il nous a fait comprendre que on puisse aller retourner encore dans un pays en guerre. Un pays en guerre, quand même, soyons sérieux. Il nous a arraché nos passeports, tout. Il y avait moi le cuisinier, il y avait le maître d'hôtel et puis la gouvernante. Voilà. Et cela dit, le traite aux êtres humains qui se comportent, en tout cas, c'est la plupart des comportements de nos autorités. Ils savent qu'ils créent des désordres dans nos pays et des pays d'origine, puis vous y envoient pour la chair à canon. Voilà, nous continuons en tout cas sur ces points-là, cher Louis Top. Je me sens un peu touché par la situation ivoirienne, mais je sens aussi que vous êtes aussi pro Alassane Ouattara. Bon, pro, non, les gens, pro, c'est il faut voir, il faut suivre la personne. Pro, c'est trop dit. Pro, c'est trop dit. Parce que ce monsieur, il a, à notre temps, bon, moi, je suis né en 66. Hein, le gouverneur de la BCAO, de l'Afrique de l'Ouest, c'est un Ivoirien. Il s'appelle Fatiga. Quand il était décédé, c'était Alassane qui l'avait remplacé. C'est au niveau de gouverneur, c'est toujours les Ivoiriens. Il faut à tout faire que les Ivoiriens puissent gérer en autonomie. Oui. Ce monsieur, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il a fait, son savoir parler, sa manière de se comporter. Quelqu'un qui était le deuxième adjoint FMI de Michel Candesus.
Il était son adjoint. Qui ne le connaît pas dans ce monde-là? Et j'ai oublié de dire que je me souviens, ça fait 2 ans, 23 ans, où je travaille chez Traité Police, parce que chaque 2 ans, et je me souviens, il y a eu 2 ans, 23 ans, il y a eu la fête du personnel de l'Union européenne à Bruxelles. Et il y a plusieurs menus, il y a l'Afrique, il y a tout. Et moi, j'étais au menu, au buffet Afrique. Et les invités, les personnels de l'Union européenne sont venus pour voir comme la nourriture africaine. Et ils m'ont demandé, monsieur, vous venez de quel pays? J'ai dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Ils m'ont regardé comme ça. Ils disent, vous venez de la Côte d'Ivoire? J'ai dit, oui. Ils disent, vraiment, vraiment, mes félicitations. Vous avez un grand président. J'ai pris la chair d'épaule. C'est les chouchous de l'Union européenne, en fait. Non, que ce soit africain ou bien européen ou bien chose. Mais ils m'ont dit, ben vraiment, votre président, il est bien, il est formidable. Et puis c'est. Merci. La question. Oui, la question est que chaque fois quand on voit un président félicité comme ça par des Européens, tout de suite on sent ces côtés-là dictateur, un collaborateur. C'est votre pensée aussi? Non, parce que les gens ne voient pas. C'est pas parce que nous vivons chose en Europe. L'émotion, oui. Hein? Parce que on t'empêche pas d'aller chez toi. Hein? Quand tu es ici, tu travailles, tu prends tes vacances. Quand tu arrives chez toi, tu es content de voir la réalité devant toi. Tu te dis, mais tu te poses la question, qui est le président, qui gère le pays? C'est ça. Je vous assure que ici, en Belgique, il n'y a pas de pont-péage, hein. Autoroute, il n'y a pas péage, il n'y a pas. Mais en Côte d'Ivoire, on a ça. Pont Henri Colomb-Bédier, sur la route de Bassam, en sortant d'Abidjan pour aller à Yamoussoukro. Le pays, il y a autoroute, il y a tout. On vous saigne par le péage? Non, parce qu'un pays doit se développer. Parce que quand je suis allé au pays, les gens disent que pourquoi les gens vont payer le péage. Mais ce sont des gens qui vont travailler, il faut entretenir le pont, c'est pour donner du travail à la jeunesse. Et c'est rentable ces péages-là? Mais c'est rentable. Moi, je suis allé, j'ai payé comme... Il y a trois ponts. Il y a pont Henri Colomb-Bédier, il y a pont Général de Gaulle, il y a pont Oufo-Boigny. Et puis ils sont en train de faire un 4e pont pour aller à Yopougon. Hein? Mais c'est le développement, c'est le président qui a l'idée de bâtir la Côte d'Ivoire. Qui a l'idée? Ce n'est pas un projet de société Mais c'est un projet de société. Ceux qui étaient là, ils n'ont pas fait. Lui, il est là depuis 2010. Il a pris sa fonction en 2011. Mais tu vois, en Côte d'Ivoire, mais ça a changé. Voilà, ce sont ces gens de personnes que nous, ou bien la jeunesse, nous... Surtout vous, la jeunesse, oui. Hein? C'est ça on a besoin. Oui. En parlant de cela, des élections, parce que la question n'est pas loin, la Côte d'Ivoire par rapport à Alassane Ouattara, vous êtes à la 40e élection de son mandat? Il y a eu deux... Je vais expliquer parce qu'il y a des gens qui... Tu sais, moi je ne fais pas la politique. Je vois et j'écoute et puis je regarde la télévision. Il y a eu premier mandat, il y a eu deuxième mandat. Et les glissements. Hein? Pardon? Et puis les glissements. Les glissements, c'est quoi? Les glissements, c'est-à-dire on fait un 3e mandat sans le faire. Non, parce que, tu sais, toute chose... je vais dire que... Aujourd'hui, ceux qui disent qu'Alassane a fait 3e mandat, je trouve un peu déplorable parce que Alassane avait dit quoi? Il y a eu les députés qui ont voté cette loi. Ceux qui ont voté cette loi, parce que demain, ils ne sont plus avec Alassane. Ils sortent, ils disent, ils achètent les journaux ou bien les journalistes, ils disent de n'importe quoi.
Aujourd'hui, tu es avec moi, tu as voté, et puis demain, tu n'es pas avec moi, tu dis que c'est le troisième mandat. Non. MC Pogno TV est politique. Oui, voilà. Parce que les gens ont voté, que ce soit Bédi, Bédi qui est l'ancien président, il était RHDP. Maintenant, lui, il pense que la présidence, quand tu es au pouvoir, là, c'est pas la tontine, c'est le peuple qui te vote. Bédi voulait sa part. Le président a dit, non, nous on est vieux, on doit se retirer, on doit laisser la place à la jeunesse. Mais lui, il voulait mettre quelqu'un qu'il connaît. Non, Alassane, il ne va pas investir pour que les gens viennent, les grands bailleurs de fonds viennent investir en Côte d'Ivoire pour mettre quelqu'un qui va jouer avec le pays. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous en parlerez autant de la part du président, du coup, dans l'opposition, Laurent Gbagbo? Bon, je te dirais quoi, le problème de Gbagbo, franchement dit, c'est pas, ça va choquer les gens qui vont m'entendre, c'est pas méchant, mais Gbagbo n'était pas fait pour être président. Il était fait comme quelqu'un qui forme un groupe et puis mettre les gens dans la rue. Un leader de choses, syndicats, voilà. Parce que quand tu es un président, il y a des responsabilités, il faut prendre. Si Gbagbo, dans son temps, quand il était opposant, quand Oufou est allé le chercher en France pour rentrer, s'il était intelligent, je dis bien, je répète, mais s'il était intelligent, il allait rentrer dans le gouvernement d'Oufou pour savoir comment gérer un groupe. Il ne suffit pas d'être secrétaire d'un parti et puis gérer la Côte d'Ivoire. C'est là qu'il a commis des erreurs. Maintenant, il a pris le pouvoir. Au lieu de prendre le pouvoir, demander ce que la population veut, il s'est pris directement à Alassane. Tu vois? C'est là le bas blesse. C'est ça. Alassane, c'est un économiste, il n'est pas Gbagbo, c'est un professeur d'histoire par rapport à la personne qui sait compter l'argent et puis la personne qui va raconter, tu vois. C'est le problème de Gbagbo. Voilà. Et ils ont pris ça pour faire aussi affaire d'ethnie. Voilà. Ce qui est général en Afrique, la plupart, on parle des ethnies, alors au lieu d'être unis, ils sont en ethnie. Voilà. Que pensez-vous du silence justement du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui toujours en Belgique et qui ne fait pas de déclaration jusque-là? Bon, tu sais, je vais te dire un truc. Depuis ces pays, il est avec sa femme, deuxième épouse, parce qu'en Côte d'Ivoire, un président doit avoir une seule femme. Parce que, bon, il a créé des... Je vais pas trop entrer dans le parti de FE parce que c'était pas un parti sérieux, franchement dit. C'était pas un parti sérieux. C'était un parti, bon, le président, c'est un homme, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand tu es au pouvoir, il faut respecter le peuple. Et vous trouvez que Laurent Gbagbo ne respecte pas le peuple? Il a joué avec le peuple et son devoir de président, il a échoué et il aime beaucoup s'amuser. Voilà. Et on a vu à la rue Princesse avec Jacques Hollande, le ministre de la culture française. Ils sont allés dans une boîte de nuit à Yopougon, à la rue Princesse, que le pays était divisé, Sorodium était au nord, lui, tu vois. Il n'a pas pris soin des Ivoiriens. Oui. Et que pensez-vous de son séjour à la CPI? Son séjour à la CPI, c'est lui, tu le sais, parce que moi, franchement dit, c'était la honte pour l'Afrique. Le problème, c'est pas quelqu'un qui va venir crier, jouer au dur, mais devant ou bien derrière, il n'y a rien. Le pays ne peut pas aller de l'avant. On l'a vu, quand il était au pouvoir, il y a eu des déchets toxiques qui viennent d'Hollande, qui peut tuer ta population. Mais il a accepté pour que
le bateau rentre à Abidjan. Vous vous rendez compte, un président, non, c'est méchant. C'est méchant. Moi, je n'ai rien contre lui, mais vraiment, il ne devait pas être, franchement dit, où là, il devait remercier Guy Robert qui est mort. Encore, la mort de Guy Robert, c'est le FPI qui l'a terminé. C'est-à-dire, sa femme, Simone Gbagbo, qui avait l'escadron de la mort. C'est-à-dire, ils ont fait la loi. Il y a eu beaucoup de tueries. Ils ont géré la Côte d'Ivoire. Ils ont géré la Côte d'Ivoire avec beaucoup de tueries. Mais, hélas, le président Ouattara, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu l'escadron de la mort. Il faut pardonner. C'est quelqu'un qui aime son prochain. Et pourquoi Alassane Ouattara ne demande pas le retour de Gbagbo à domicile? Tu sais, Gbagbo, il a beaucoup de procédures qu'il attend en Côte d'Ivoire. La banque BCAO de l'Afrique de l'Ouest. Le franc CFA? Pas le franc CFA. Non, le compris. CFA, oui. Et il y a où il a refusé d'accepter qu'Alassane a gagné. Tu vois, il y a eu combien? 3000 morts, mais ça a dépassé. Tu vois. Maintenant, il a demandé son passeport. Ils ont fait 2 passeports. Passeport diplomate et puis passeport ivoirien. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Belgique a remis main propre. Mais pourquoi, tu peux demander à Gbagbo pourquoi il ne retourne pas à Abidjan. Le question. Et paix à son âme, les dialogues entre les opposants et le parti au pouvoir, ils étaient sur la table. Mais hélas, Dieu a rappelé Amadou Bon Coulibaly et tout dernièrement, c'était Ahmed qui est parti. Voilà, justement, je profite de cette transition. Que pensez-vous du silence quasi assourdissant je déplore d'ailleurs cela, des présidents africains, de la mort de l'excellence, du président tanzanien, John Pombe Magufuli Mwalimu Chuma. Que pensez-vous de ces silences aussi assourdissants de ces présidents-là? Bon, moi, je suis quelqu'un, je ne m'occupe pas des autres pays, mais j'ai vu à la télévision, ici, la Belgique a montré où il disait que le président tanzanien qui disait à sa population qu'il n'y a pas de Covid, qu'il ne croit pas. C'était son choix. C'était son choix. Maintenant, chacun est libre. Mais quand c'était ton choix, il faut penser à la population. Parce que si toi, tu as les moyens de te soigner, la population n'a pas les moyens de se soigner. Mais il est décédé à 61 ans. De crise cardiaque et non du Covid. Voilà, bon, tu me dis, mais moi, voilà. C'est ça, le problème, c'est qu'en Afrique, chaque pays prend ses responsabilités. On a l'habitude, quand on cache, en Afrique, il y a beaucoup de personnalités qui cachent les maladies. Tu vois? C'est pour cela, moi je dis bien, avant d'être responsable dans un gouvernement ou bien de temps en temps, il faut faire des visites. C'est très important. Oui. Ma question était de savoir, quand même, c'est un président qui a permis à ce que la Tanzanie puisse émerger, puisse avoir des infrastructures construites. Oui. Et, il a mis, j'ai publié plusieurs vidéos à ce propos parce que c'était comme ça. Mais que pensez-vous de ces silences-là, alors qu'ici, aux États-Unis, quand on a vu le président américain Joe Biden tomber dans l'avion, tout le monde a déclaré. Je trouve ça... qui prenait l'escalier, qui est tombé 3 fois de suite. Tous les médias européens traditionnels ont commenté. Mais un dignitaire,
par exemple en Afrique, au Congo, on a tué un ambassadeur. C'est vrai, le Congo a plusieurs morts à son registre, mais tous ces présidents n'ont rien dit. Mais l'Afrique vient de perdre donc un dignitaire, un président quand même, pas des condoléances qui vient de l'Europe, mais les Africains, eux, quand il y a... allez, c'est malheureux ce que je vais dire, mais ils sont tous pressés à prendre des jets privés pour venir adresser leurs condoléances. D'où la question, les silences. Comment est-ce que lecture que vous faites des silences des présidents africains? Non, je pense que chaque président a ses rapports avec l'Europe. Je pense que là, le président... John Paul Magufuli. Oui, moi je le connais pas, je le connais pas. Mais le fait qu'il est décédé, parce qu'il voulait prendre ses responsabilités. Il voulait pas que l'Europe lui dise non, faut faire ça. N'a-t-il pas fait son devoir de prendre ses décisions en face? C'est ce côté, il a pris ses responsabilités. Parce que si je touche du bois, s'il n'avait pas pris ses responsabilités, s'il acceptait le vaccin, bon, ça allait mieux. Mais il a refusé, il dit, moi, mon pays, on va vivre selon nos moyens. Voilà. Mais quel rapport avec le Covid, avec leurs moyens, leurs ressources? Mais ici, la question, c'est d'avoir le silence. Le silence en tout cas, que je condamne, encore une fois, de nos présidents, enfin, de vos présidents africains, parce que, en tout cas, chaque fois quand ça arrive, d'ailleurs, quand ce fut l'arrestation de Laurent Gbagbo, personne n'a parlé. Quand ce fut aussi la mort du président Kadhafi, personne n'a parlé. Chacun reste dans son coin. Et à chaque fois, ce sont ces présidents-là, élus du peuple d'Afrique, qui se disent tous panafricanistes. Mais c'est ces silences-là que je peut-être, sur MC Point News TV, malheureusement, je ne peux pas, je dois garder cette bouclier de ne pas donner mon point de vue, mais c'est une question que j'ai mis sur la place publique, de savoir pourquoi est-ce que les autorités africaines n'ont pas assez de force à signer à d'autres et de soutenir, par exemple. Bon, tu sais... Les pays africains, que ce soit les pays anglophones ou francophones, il y a ceux qui jouent avec, qui sont, disons, les amitiés, les liens avec l'Europe, disons, la Belgique avec le Congo. Il y a un lien. Il dit que c'est des pays frères. Oui, c'est les pays frères. Mais le problème, c'est que ce qui se passe, moi, je ne fais pas la politique, mais quand je réfléchis... On ne peut pas ne pas faire la politique. Mais quand je vois ce qui se passe au Congo, et on dit pourquoi la Belgique ne va pas intervenir. Parce qu'il y a les gens qui rentrent à la frontière, qui tuent. Bon, ce sont eux qui prennent les responsabilités. Aujourd'hui, tu vas au Mali, au Burkina, il y a les gars, là, comment on les appelle, Al-Qaïda ou bien les Turcs, qui font les dégâts là-bas. Si demain la France sort de la zone, ça serait un peu pire. Pour le moment, ils sont là, mais avec les pays frères, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, tu vois. Et le Sénégal qui brûle aussi, d'ailleurs. Le Sénégal qui est en train de prendre feu aussi. Bon, tu sais, chaque pays a ses limites et puis il a son temps. On a vu en Côte d'Ivoire, tout de même quand il y a eu les élections, les opposants disent qu'ils ne vont pas aux urnes avec le président. Ils se sont retirés, mais députation avant-hier, ils sont partis quand même. Les aventuriers. Ça prouve que ils sont pas encore, ce sont les aventuriers, ils sont pas encore. Merci beaucoup. Merci encore mûrs. Merci beaucoup pour la maturité des Africains. Merci beaucoup de ton point de vue. En tout cas, c'est ton point de vue qui n'engage que toi. Bon, mon point de vue sur la jeunesse en Afrique, c'est qu'on doit leur donner les moyens. Parce que quand on vous donne l'argent, c'est pour créer de l'emploi.
on ne te donne pas pour aller s'asseoir au maquis, boire, fumer, te montrer que vraiment tu as l'argent. Ok, quand on te donne l'argent, tu as un petit coin pour faire tes activités. Quand nous-mêmes, quand nous partons au pays, on donne, deux fois, on donne, comment dirais-je, on donne l'envie à nos frères pour dire, battez-vous, voilà ce que vous pouvez faire. Vous, personnellement, vous faites quoi pour justement encourager la jeunesse? Votre effort? Bon, la jeunesse, on a l'habitude de leur dire, ne suivez pas les gens politiques et les politiciens, parce qu'ils vont vous donner 1000 francs, vous partez boire vos coups des whisky avec des racines là, et après aller faire de n'importe quoi. Il faut beaucoup réfléchir avant de s'engager. C'est ça. On peut s'associer, faire des poulaillers, faire les élevages, faire des trucs, faire des pressings, faire des... Il y a beaucoup de trucs à faire. Mais parce que, disons que la Côte d'Ivoire, ils ont fait des lavage de cerveau à la jeunesse. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, chers abonnés, nous arrivons presque à la fin de cet entretien, mais ce n'est pas encore fini. J'ai encore des 3 cuissons avec Monsieur Louis Top ici à ma gauche, en tout cas. Voilà, je voudrais que Louis Top puisse nous parler de nos youtubeurs. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, MC News TV est suivi sur la chaîne Régina Télévision, dont je dis bonjour au producteur et au patron de cette chaîne, Richard Top. Non, Richard Topé. Richard Topé, dont je dis bonjour, le seul patron de cette chaîne à qui on a de bonnes relations ensemble. Et donc voilà. Que pensez-vous justement de cette production de ces messieurs-là? Bon, peut-être le présenter. C'est mon petit frère. D'accord. Si vous voyez la photo et moi, bon, c'est lui qui me ressemble, c'est pas moi qui me ressemble, c'est mon petit frère. Il serait bien content d'entendre ça. Je pense qu'il s'est battu. Et aujourd'hui, il a une chaîne de télévision au niveau chrétien, pas politique. Et il suit, comment dirais-je, les événements dans les paroisses d'Abidjan. Et je pense que je lui donne encore, il a beaucoup à apprendre, parce que quand tu as une chaîne, ces genres de chaîne, il faut être vraiment solide. Proactif. Oui. Il faut être vraiment solide, et puis il faut beaucoup voyager pour voir comment les autres font dans le monde. Parce que je suis allé, j'ai vu ces émissions, et il y a 2 ans, je suis allé, j'ai vu la maison, et j'ai dit, petit frère, du courage, mais il faut être patient. Il faut commencer. Je ne sais pas si demain tu vas changer, mais si tu te joins à les événements chrétiens, c'est bon, chrétien, mais tu peux faire les autres aussi. Généraliste en tout cas. Oui. Mais la politique, en dehors de ça, il faut éviter. Parce que quand tu parles de Dieu, tu donnes la bonne nouvelle, mais il ne faut pas faire la politique. La politique, tu peux le faire, mais ça doit rester dans ton cœur. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'un bon chrétien ne fait pas la politique? Un bon chrétien fait la politique, mais il faut savoir comment faire la politique. Il faut partager. Il faut partager. Il faut aimer ton prochain. Voilà. Il faut savoir, comment dirais-je, dire à la personne qui est en face de toi, ce que tu fais, c'est pas bon. Et puis il faut reconnaître que ce que l'autre personne fait, c'est bon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que quand tu as une chaîne comme ça, il faut savoir d'où tu mets ton pied.
Parce que la personne que tu viens parler, parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens ont tellement focalisé que il y a les partis qui sont de nord, du parti. Non, c'est pas bien, c'est faux. C'est faux, je dis c'est faux. Aujourd'hui, le parti au pouvoir, c'est le parti majoritaire RHDP qui rassemble tout le peuple de la Côte d'Ivoire. Parce que les faits, ça se touche. Quand les gens disent que l'autoroute, on ne mange pas l'autoroute, mais il faut travailler. Un président qui doit passer dans chaque cour pour donner l'argent, c'est pas un président. C'est pas un président, non. Un président, quand tu ne vois pas son argent, c'est pas un président qui travaille pour son peuple, c'est sans dire un président. À Abidjan, il y a les bus, il y a les bateaux bus, il y a les trains, il y a tout. Pour le moment, le président a fait un métro de l'aéroport international Abidjan, Félix Faure-Boigny, jusqu'à Agnama, où il a conçu le grand stade de l'Afrique, MBMP. Ils ont été passés en 2023, il y aura, si je ne me trompe pas, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont construit 5 nouveaux stades. Hein? C'est un budget, mais c'est là. Mais les eux qui étaient là, ils n'ont pas fait. Voilà, donc je demande en tout cas au président donc, de la régie de la télévision de surtout pas suivre son grand frère, de proposer une branche généraliste des émissions qui passent sur régie de la télévision. Je t'assure que j'ai regardé l'émission sur la dot en Côte d'Ivoire. Et très prochaine fois, vous le trouverez cette partie de vidéo diffusée sur régie de la télévision. Comment ça se passe la dot en Côte d'Ivoire. Voilà, chers internautes, chers abonnés, chers lui. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis de réaliser cette émission. Merci. Pour le compte de MC News TV en tout cas. Et ça ne sera pas la première. Ceci, c'est la première en tout cas. Mais la deuxième, ça sera plus consistant avec beaucoup plus d'invités sur MC News TV. Mais comment est-ce que s'est passé votre interview sur MC News TV? Moi, je trouve que c'est un moment d'émotion parce que c'est pas comment dirais-je, c'est pas chaque jour que tu as les idées à répondre à un journaliste qui est en face de toi. Hein? Il faut beaucoup réfléchir, il faut savoir ce que tu dis, c'est vrai ou bien c'est faux. Tu vois? Et c'est que je m'attendais à ça, je me suis dit que bon, un jour viendra, Jean-Baptiste viendra me rendre visite. Vous en priez. Et Dieu merci qu'il fait beau, malgré qu'il y a le soleil, mais à l'intérieur, vraiment, ça, il faut être solide pour supporter ça. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, donc j'en profite aussi, tant qu'on est dans le remerciement, de dire merci à Maman Grâce, son épouse, la chère et tendre épouse. Quand on est soignante. Maman Grâce, Libanga Yangoyo. Donc voilà, je signale donc aussi que lui top ici, il a épousé notre consoeur, ma soeur, donc une Congolaise, on va dire comme ça. Elle est congolaise. Elle est congolaise. Bon, tant qu'on y est, parce que là, je sais que quand les gens vont voir la vidéo, l'interview, M. Jubé dit mon nom, Top, c'est Topé. Hein? D'accord. Bah, de toutes les façons, le nom reste. Il n'y a pas deux noms, c'est la même chose. Bon, je ne sais pas si lui Topé, c'est ça? Oui. Eh Dieu. J'espère que vous avez. C'est encore mon dernier nom, Dekonzak. Pardon. C'est trop long. Donc voilà, nous arrivons donc à la fin de cette émission, chers internautes, chers abonnés. Mais je ne sais pas si vous avez tout dit pour aujourd'hui. Merci de m'avoir donné la parole et je vous invite à vous abonner sur MC et à partager sur Régime Afrique. Je vous remercie. À ma chérie Nzemina Grâce, ma pensée va vers elle parce qu'elle est au travail. Gros bisous et à bientôt.